je vais commencer à décrire déjà quel est l'objectif du projet Nebula, ensuite l'objectif du projet Ved4Arts. Ensuite, je vous présente les deux équipes qui ont travaillé sur ces deux projets. Et ensuite, on va aller dans le détail de ces deux projets. Il va y avoir aussi un examen pour vous tous. Il y aura des questions qu'on va diffuser et on sera ravis que vous puissiez aussi remplir parce qu'on aura besoin d'analyser l'impact de ces deux projets sur vous. Je suis en train de déclencher les émissions. Ça n'a pas été généré avec le générateur automatique de quiz, pour l'instant. Voilà, s'il te plaît. Bon, le projet européen Nebula, l'objectif était de fournir des formations professionnalisantes pour les compétences en informatique dans le nuage. Bon, informatique dans le nuage aujourd'hui, cloud computing, est une thématique très importante pour les sociétés informatiques et pour toutes les entreprises parce qu'aujourd'hui on voit que 4 entreprises sur 5 doivent migrer leur système vers le cloud. On voit que le marché aujourd'hui en France du cloud computing est estimé à 4 milliards d'euros, ce qui est quand même non négligeable pour nous. Et là, cette thématique-là, il va changer aussi complètement le métier d'informaticien. Et pour les entreprises, il y a ce problème de migration qui est très important et il faut quand même penser à comment on peut leur donner des méthodologies, des nouvelles méthodologies pour migrer leurs données, leurs logiciels et pour développer aussi de nouveaux systèmes, comment ils doivent le faire, c'est quoi la méthode. Et c'est une révolution aussi pour les utilisateurs, c'est pas comme iPhone, c'est pas une révolution juste en changeant la taille d'écran, c'est une révolution parce que les utilisateurs ils vont gagner en autonomie, ergonomie, simplicité, et ça nous permet aussi de collaborer, et nous donner des moyens de collaboration et réutilisation des logiciels des autres. Ce projet européen Nebula, les utilisateurs de ce projet sont les différentes régions, les municipalités, les personnels territoriaux. En fait, c'est un public qui ne sont pas informaticiens. C'est pour ça que les cours qu'on a développés dans le cadre de ce projet, ce n'est pas pour les informaticiens, c'est pour les gens qui veulent migrer leurs données. Et peut-être ce sont les personnes qui décident dans une entreprise ou ce sont les utilisateurs finaux qui ne connaissent pas forcément le cloud computing. Les partenaires de ce projet, il y a AELP au Royaume-Uni, qui sont quand même spécialisés dans le domaine apprentissage. Il y a Florida, c'est une université en Espagne. Promea en Grèce, qui sont aussi spécialisés dans le domaine des e-learning, et aussi Serious Game, et ils travaillent, ils ont plusieurs projets justement en lien avec les MOOC et aussi les différentes plateformes pédagogiques. Sandborg en Suède représente toutes les municipalités en Suède et ils sont quand même représentants des utilisateurs, comme disent les Anglais, les stakeholders de ce projet. Il y a Tekla en Italie qui sont aussi représentants des différentes associations et des différents utilisateurs au sens régional, territorial et municipalité en Italie. Telesig en Bulgarie, c'est eux qui développent d'ailleurs les Serious Game et qui sont informaticiens et qui connaissent bien d'ailleurs le domaine de la sécurité. Et c'est eux qui ont développé aussi une partie de MOOC sur leur plateforme. Et bien sûr, Université Lyon 1, nous on est responsable de développement des contenus des cours de cloud. C'est les livrables, on va dire, les plus importants dans ce projet, qu'il s'agit des contenus de ces cours-là, ont été développés par nous et bien sûr par la partie l'IRIS INSA de Lyon, et on a fait un cours commun ensemble, ce qui est aussi une réussite pour nous qu'on a pu travailler ensemble et on a pu créer des MOOC français. Sur ce projet, puisque le public ne sont pas des informaticiens, on a eu quand même 4 types de cours. Premièrement, introduire le concept du cloud computing. Ensuite, pour les gens qui prennent des décisions dans les différents organismes et les entreprises,
expliquer le modèle économique, comment on peut comparer le modèle économique cloud avec les modèles économiques existants. Ensuite, comment on peut gérer les risques, évaluer les risques et aussi l'aspect sécurité dans le cloud, qui est un point important, une thématique importante en lien avec le cloud. Définir une méthodologie de migration en se basant sur l'état de l'art qu'on a fait sur cette méthodologie. Il faut savoir que pour chaque projet, on a fait des sondages, on a fait un état de l'art sur l'ensemble des cours existants, on a fait un sondage auprès des entreprises et des organismes pour pouvoir trouver les thématiques les plus importantes pour eux. Et c'est là qu'on a vu qu'il y a des cours techniques, mais il n'y en a pas des cours en lien avec le modèle économique du cloud, ou les risques ou la sécurité, ou l'aspect méthodologie de migration. C'est pour ça qu'on a choisi ces thématiques-là pour mettre en avant dans ce. Et puis cet aspect vision globale, avoir, je veux dire, l'aspect technologique, le point de vue technologique, le point de vue méthodologique et le point de vue économique ensemble, ça c'était notre but d'avoir, je veux dire, globalisé ces trois aspects en même temps. Bon, ça c'était pour le code, on va aller dans le détail. Sur le projet Bed4Apps, par contre, cette fois, on est coordinateur de ce projet. L'Université de Lyon est coordinateur de ce projet qui est le développement des MOOC sur les compétences en application mobile. C'est un marché qui se développe le plus rapidement en Europe. Et en Europe, le marché est estimé à 35 milliards. Pour ça que pour nos étudiants, quand même, c'est un marché important pour qu'ils puissent trouver un travail et trouver un emploi dans ce domaine. Les partenaires, c'est encore Royaume-Uni, ALP. On a aussi l'université Ljubljana en Slovénie, qui sont aussi spécialistes en application mobile. Le GIP FCIP, c'est le rectorat de Caen en Normandie, en France, qui vont nous aider aussi pour l'aspect dissémination de ce projet et aussi l'aspect e-learning. Excelia en Grèce qui développe aussi sur leur plateforme des MOOC et on va quelque part transformer ces MOOC-là sur la plateforme Lyon 1 qui va être à la disposition des étudiants et aussi pour le public. Mais c'est eux qui développent et qui implémentent, bien sûr, avec la participation ICAP et avec notre participation. Ce projet européen Bed4Apps, encore on a fait un état de l'art, on a fait un sondage auprès des entreprises. Et ensuite, on a vu qu'il y a deux aspects dans les applications mobiles sur lesquels il n'y a pas de cours, il n'y a pas de compétences sous forme de livres ou des cours. C'est l'aspect conception, design, et l'aspect métier, business. C'est pour ça que la vision, je veux dire, les cours sont structurés par rapport à ces deux aspects, design et business. Voici l'équipe sur ces deux projets-là. Ils sont, je pense, tous là. Il s'agit des enseignants-chercheurs et puis après nos collaborateurs aussi extérieurs, que je leur remercie chaleureusement. C'était vraiment un grand plaisir de travailler ensemble et puis construire enfin, je veux dire, ces deux MOOC. Au début, pour nous, c'était quand même un challenge, c'était pas évident. Voilà, on va commencer à aller dans le détail du projet Nebula. Le projet Nebula est du programme Lifelong Learning Program, c'est le programme d'apprentissage tout au long du vie. C'est financé par ce programme-là. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est une formation professionnalisante pour les compétences informatiques dans le nuage. Et on va commencer déjà, pour les gens peut-être ne connaissent pas encore le cloud computing, expliquer déjà qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cloud computing, qu'est-ce que signifie cloud computing. Aujourd'hui, le but, c'est que quand vous avez accès à Internet, à partir de n'importe quel point sur Internet, vous pouvez lancer votre application et continuer dans un autre point sans problème. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin quelque part d'avoir des logiciels que vous allez déployer sur votre système. Vous pouvez appeler quelque part les services, des logiciels qui ne sont pas des codes binaires qu'on va installer sur un système, mais des fonctions, des fonctionnalités qu'on va les appeler. C'est pour ça que le cloud computing, quelque part, basé sur le concept de service. Au début,
il y avait 3 niveaux au niveau de cloud computing. Infrastructure as a service, c'est-à-dire comment on peut arriver à avoir une élasticité au niveau des ressources, qu'on ne pense pas aux ressources, on ne sait pas où ces ressources-là sont stockées. On n'a pas besoin de comprendre ou penser au volume de ces infrastructures, au volume de nos données, parce qu'il y a une élasticité, on peut l'utiliser comme on veut. Il y a l'aspect plateforme as a service, c'est pour développer nos logiciels aussi. Il y a des services comme plateforme, on peut exécuter notre modèle et nos logiciels là-dessus, sans problème. On a toujours ce concept de passage à l'échelle est tout à fait faisable à partir de ces plateformes. Et on a software as a service, c'est-à-dire logiciels qui vont être des services et ils ne vont pas être des logiciels qu'on va déployer sur nos systèmes. C'est pour ça qu'on n'a pas la problématique de déploiement. Et ces deux concepts, c'est-à-dire business as a service, c'est un concept de regarder le métier et tout comme service. Même les formations peuvent être considérées comme service, c'est-à-dire on peut accéder à n'importe quelle formation à partir de n'importe quel point Internet, ou on peut même considérer ingénierie comme service, ou la recherche comme service, c'est-à-dire on peut à partir de n'importe quel point sur Internet. On n'a pas besoin de savoir où sont les données stockées. D'ailleurs, on cache quelque part auprès des utilisateurs là où les données sont stockées, où on ne montre pas, on ne sait pas par quel chemin on va passer pour faire nos requêtes. Et il y a différents types de, bien sûr, cloud. Ils sont cloud privé, public, communautaire ou hybride. Je vous montre le modèle de maturité en fait, des systèmes d'information de nuage, juste pour vous montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Au début, quand on a utilisé le concept des services, les services ont été utilisés comme des services accessoires. On l'utilisait juste pour l'aspect affichage, pour l'économie de nos interfaces. Ensuite, on a développé des applications sous forme de services. C'était le premier service qui a été développé, qu'on a utilisé surtout par exemple pour la réservation des billets de voyage, pour faire des bons de commande en fait, dans l'aspect des services commerciaux et marketing. On utilisait plutôt les premiers services. Ensuite, on est allé multiplier les différents services et les intégrer. Et aujourd'hui, on est à ce niveau-là. Ça veut dire développement des applications métiers sur service avec toute la problématique qui va avec. C'est-à-dire, les entreprises, ils doivent migrer leurs applications métiers, qui est quand même, il y a l'aspect confidentialité, sécurité qui est très important, sur les plateformes qui sont sous forme de services. Et c'est là qu'on n'est pas encore arrivé à tout porter. D'ailleurs, le chef d'Airbus va nous expliquer aussi pourquoi elle est problématique de ces migrations au niveau des applications métiers, pourquoi c'est dur et pourquoi on est resté là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va aller un jour vers le système d'information dans les nuages, c'est-à-dire tous les systèmes, ils vont être externalisés, ils vont être exportés dans le cloud. Et ensuite, nous, on a besoin juste des interfaces mobiles. C'est pour ça que d'ailleurs, ce projet Nebula est en lien avec les applications mobiles, parce qu'on peut, avec le cloud, arriver à utiliser ces applications mobiles sans problème. Voilà, c'est pour ça que dans le cours introduction, on explique les concepts, on explique est-ce qu'il faut aller ou ne pas aller vers le cloud computing, quels sont les bénéfices, les risques du point de vue décisionnaire, du point de vue utilisateur, du point de vue informaticien, quelles sont nos craintes, quels sont nos bénéfices, et comment on peut calculer quelque part et faire une grille de critères pour savoir est-ce qu'il faut aller ou ne pas aller vers le cloud computing, comment on peut avoir une feuille de route pour la migration vers le cloud, quelles sont les offres SAS aujourd'hui disponibles, PAS disponibles, IAS disponibles. Sur tous ces concepts-là, on montre comme un panorama de différents outils et technologies. Alors, à partir de là et du cadre du projet, qui était de dire qu'est-ce qu'on peut apporter en cloud computing pour des décideurs, pour j'allais dire, les utilisateurs, on s'est aperçu aussi qu'il fallait remettre en cause des compétences pour les informaticiens, puisque le métier change avec l'externalisation quand on va aller dans le nuage. Donc en fait, toutes ces compétences, d'abord c'est des ensembles de technologies autour de la virtualisation, autour du middleware, autour de l'industrialisation du développement. Et effectivement, dans
secteur-là, il existe de nombreux tutoriels, des choses qui vont être gérées par les différentes communautés et qui étaient très bien couverts. Par contre, l'appréhension du modèle économique autour du cloud, de gérer le dimensionnement et surtout la mise en œuvre d'un système de production de services, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas réellement. On va retrouver des choses autour des organisations lean, autour de l'industrialisation, mais peu de choses qui vont être dédiées autour du cloud computing. Donc il nous est apparu qu'à destination, j'allais dire, des utilisateurs finaux, mais aussi des informaticiens, que la construction du modèle économique pour comprendre tout ce qu'il y avait derrière, comment ces briques vont s'articuler et pourquoi je vais payer du nuage, qu'est-ce que je paye et qu'est-ce que je dois payer, et pourquoi j'aurai peut-être intérêt à payer un peu plus cher éventuellement pour améliorer ma qualité de service, qu'est-ce que je vais pouvoir faire là-dessus. Ensuite, le cloud computing, c'est aussi vu quelque chose comme étant dans le nuage, un peu externalisé, un peu en dehors, sur lesquels je dois gérer les risques. Ces risques, dans une entreprise, on a l'habitude de les gérer avec la politique de sécurité du système d'information, les RSSI. Pour nos laboratoires, ça va être des zones à régime restreint. Ça existe, la dénomination ZRR n'existe pas forcément dans les entreprises, mais l'idée doit y être aussi. Et ces méthodes de gestion des risques sont souvent des méthodes qui sont très lourdes. Ces projets de sécurité sont des projets qui sont lourds. Or, le cloud, il est là aussi pour permettre de collaborer, pour permettre à des entreprises, des services informatiques de partager des services, de pouvoir les ouvrir. Et donc, comment maîtriser les risques techniques, mais surtout organisationnels? Comment peut-on impliquer les personnels en cas de migration sur le cloud pour faire des choses qui ne constituent pas des grandes portes ouvertes ou des grandes brèches dans une politique de sécurité qui a été durement mise en œuvre ou durement conçue et déployée. Et enfin, pour migrer des choses dans le nuage, il faut aussi aborder la gestion du changement, même s'il existe des outils plus ou moins automatisés pour le déploiement. Déployer sur le cloud, changer ou migrer sur le cloud, ce n'est pas seulement déployer ces outils, pas seulement déployer ces technologies, mais c'est construire des projets pour permettre de gérer cette migration. Alors, pour ce qui concerne plus précisément le modèle économique, ce cours-là, ce module-là est composé en 3 grandes parties. Une première partie consiste à analyser et comprendre ce qu'est une architecture de cloud computing en essayant d'intégrer les différentes briques technologiques pour pouvoir savoir ce que ça recouvre en termes de réalité. Ensuite, une fois qu'on a ces différentes briques, ces différents services qui devront être apportés par le nuage, on va s'intéresser au système qui permet de produire ces services. Parce que le nuage, il n'est pas là-haut, il n'est pas dans des éthers. C'est aussi un problème d'exploitation, c'est un problème opérationnel, c'est aussi un problème humain. Et quand je veux migrer quelque chose sur le cloud, je m'attends à avoir du 24/24, 7/7. Ça, c'est rentable. Oui, c'est très rentable. Mais derrière, pour le prix, j'ai des êtres humains qui vont opérer ces architectures. Christophe Battier nous montrait des choses autour des plateformes avec des nombres de connexions. Si j'opère la plateforme en cloud, il faudra aussi répondre à des demandes de support. Il va falloir gérer les data centers. Donc tous ces problèmes-là, pour construire le modèle économique, le dimensionnement, savoir pourquoi on va payer, combien ça devrait coûter, et comment des entreprises peuvent se rémunérer, parce qu'il ne faut pas se voiler la face non plus. Quand Google m'offre du cloud pour rien, j'utilise, oui, je paye de ma personne, avec mes données personnelles. Je suis une valeur marchande, quelque part. Nous sommes tous des valeurs marchandes. Quand Google vous offre gratuit jusqu'à la 25e heure par jour, et au-delà de la 25e heure par jour, vous allez payer. On ne vous dit pas ce que vous achetez. Mais 25e heure de quoi? Combien ça va vous coûter en fait? Est-ce que c'est une aussi bonne affaire que ça? Même si on dit que les journées ne font que 24 heures. Donc tout ça, il faut pouvoir y répondre. Et puis définir ensuite un cadre contractuel et les contraintes sur le pricing pour savoir si je demande des choses, combien ça va me coûter, et finalement est-ce que le cloud va être rentable ou qu'est-ce que le cloud me rapportera en plus. Alors deuxième volet, la gestion des risques. Le premier problème, c'est d'abord de familiariser les utilisateurs ou les décideurs avec pourquoi on va avoir une politique de sécurité dans un système d'information. C'est souvent vu
comme le RSSI, c'est souvent vu comme la personne qui va nous empêcher de travailler, qui va nous demander de nous connecter. D'ailleurs, si je fais un petit sondage sur tous les gens qui sont dans cette salle et qui ont un écran devant eux, vous avez mémorisé combien de mots de passe sur votre machine? 0? Ah, et là, il y a les bons utilisateurs. Parfait. Mais vous changez votre mot de passe tous les combien? Tous les 2 mois? Et vous avez combien de mots de passe différents pour l'ensemble des applications? Pas 3 vœux, c'est pas comme les génies. Pardon? Voilà. Voilà. Mais si on fait un petit sondage, il y a la personne qui vous dit, moi j'ai tout. Ouais. Mais quels vont être les risques liés à la plateforme de cloud? Quelle confiance faites-vous à votre fournisseur d'authentification, par exemple? Voilà. Ou au vôtre? Ou au logiciel d'authentification que vous avez utilisé. C'est-à-dire que pour comprendre les objectifs de la politique de sécurité, évaluer aussi les risques liés à une plateforme de cloud, parce que vous allez l'externaliser, vous allez faire confiance en disant qu'ils m'ont mis des firewalls, ils ont mis un certain nombre de choses, mais est-ce qu'ils ont pensé de climatiser avec du secours? Est-ce qu'il y a du secours électrique? Qu'est-ce qu'on fait? Tous ces éléments-là, on ne les maîtrise pas. Donc, quelles sont les bonnes questions à se poser? Si on regarde un petit peu autour des BIOS, vous avez une base qui doit être une base de connaissances qui est de plus de 10 000 questions. Si vous avez quelqu'un qui veut faire un petit processus, métier, déployé sur un coin de table avec des partenaires, il ne va pas passer les 15 000 questions des BIOS. Lui, il va faire le truc, il va faire une superbe porte ouverte en disant « mais il n'y a qu'à », on va lui donner le mot de passe, et on va créer un compte, et puis de toute façon, on ne mettra pas l'authentification parce que ça enquiquine tout le monde. Donc, avec quelques questions simples, comment justifier le minimum de politique de sécurité à avoir et quelles doivent être les technologies qu'on va introduire pour réduire ces risques. Et puis, un autre point qui est important, on dématérialise quelque part, on virtualise, on ne sait pas trop où sont les données. Quelle est la politique qu'on va avoir sur la gestion des données personnelles vis-à-vis de nos fournisseurs? Quelles vont être les contraintes? Est-ce que ces fournisseurs peuvent accéder ou pas aux données? Est-ce qu'elles vont passer ou pas l'Atlantique? Qu'est-ce que je dois mettre dans les contrats? Tous ces éléments-là, tous ces cadres légaux, les pratiques justes et injustes, ça nous paraît intéressant de les rappeler pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les informaticiens dont le métier va changer avec le cloud. Et enfin... Voilà, on va arriver sur la migration des architectures. C'est là que on va aller dans le détail parce que c'est en fait le 25 heures du cours MOOC, ça sera sur cette partie-là. C'est pour ça que même pour proposer une méthodologie, parce qu'il n'y avait pas de méthodologie, on a commencé par analyser et maîtriser les modèles des outils nécessaires pour la mise en place d'une migration. On a fait un état de l'art sur les différentes méthodologies et les plateformes existantes. Ensuite, on a proposé une démarche méthodologique qui permet à n'importe quel organisme ou entreprise de migrer ces données. Et c'est là qu'il y avait une innovation au sens même la recherche dans ce cours. On va un point de détail sur les premiers cours parce qu'on ne t'a pas donné le volume horaire. C'est une dizaine d'heures pour l'introduction. C'est 5 heures d'introduction, 15 heures sur le modèle économique, 15 heures sur le risque et la sécurité et 25 heures sur... Mais souvent des MOOC, hein. Il faut savoir que quand même les heures de MOOC sont différentes des heures. Je le dis ça à notre vice-président pour qu'il sache qu'une heure de MOOC, ce n'est pas équivalent d'une heure de cours présentiel. C'est vraiment, il y a beaucoup de travail qui sont derrière. C'est pour ça que là, bon, il y avait 25 heures sur la migration. Je demande à notre collègue Ingrid Penati de nous expliquer justement les... Donc je vais vous parler du module de migration des applications vers le cloud. Donc ce qu'on a fait dedans, c'était donc ça a l'objectif, pour objectif d'identifier un petit peu les enjeux de la migration d'une application vers le cloud computing et d'estimer à ce que ces motivations-là prennent l'avantage sur les enjeux de cette migration et enfin de choisir un type de migration en fonction du besoin parce qu'il n'y a pas une solution miracle qui va à tous les types de besoins. Donc comment on a procédé? On a fait un état de l'art des méthodes industrielles et académiques qui ont été proposées pour la migration des applications vers le cloud et que je vais vous présenter donc, dans ce qui suit, en suivant le plan suivant. Donc je vais d'abord citer quelques enjeux qu'on a trouvés, qu'on a jugé importants à citer pour la migration
et une méthodologie donc, qui regroupe toutes les différentes phases qu'on a retrouvées dans les méthodes industrielles et académiques pour la migration des applications. Donc l'un des enjeux principaux, ça va être donc, la localisation des données. Donc si je veux faire migrer mon application vers le cloud, mes données peuvent être réparties sur différents sites, ou même si elles sont juste sur un seul site. Qu'est-ce qui peut me garantir que sur ce site-là, les lois et la réglementation en matière de préservation des données peuvent me convenir si par exemple je gère des données comme si je suis une banque par exemple. Et puis le fait que mes données soient délocalisées, ça veut dire que je dépends aussi fortement d'une connexion et donc n'importe quelle perturbation dans cette dernière peut engendrer une utilisation pas très adaptée. On a aussi le problème de data locking. Les plateformes actuelles ne permettent pas un retour facile donc en arrière. Donc si je déploie mon application, c'est très difficile de revenir sur mon site local et de récupérer mes données ou de passer vers un autre fournisseur cloud. Donc, comme c'était dit avant, le cloud permet de réduire le budget nécessaire à la gestion de l'infrastructure, par exemple, et ça peut aussi donner lieu à une réduction des effectifs, étant donné que toute cette infrastructure n'est plus gérée dans nos locaux ou par nous-mêmes. Donc, il faut revoir un petit peu le métier de nos informaticiens qui devaient gérer ces infrastructures-là. Il y a aussi un autre enjeu qui est la perte de pouvoir. Donc quand on migre au niveau software as a service, il y a toute notre application, toutes nos données et toute la partie virtualisation qui est gérée par le fournisseur. Quand on est au niveau plateforme as a service, on a tout le runtime et l'infrastructure qui est gérée par le fournisseur. Et quand on est au niveau infrastructure, il y a toute l'infrastructure hardware et la virtualisation qui est gérée par le fournisseur. Donc ça peut aussi inquiéter les entreprises pour la migration vers le cloud. Donc, en faisant l'état de l'art des différentes méthodologies, on a pu les classifier en fonction du modèle de déploiement. Donc, est-ce que je veux aller vers le niveau IaaS ou software ou plateforme? Et puis, au niveau du degré de changement, c'est-à-dire combien je veux investir en termes de temps et de personnes pour faire cette migration. Donc, ça peut aller du simple rehost de nos serveurs. Donc, ce que j'ai ici, ce que j'ai en local, je le redéploie sur une infrastructure as a service. Ou ça peut aller jusqu'au rebuild de notre application. Donc on refait tout le développement de l'application au niveau plateforme as a service en reconsidérant par exemple le fait que j'ai une base de données relationnelle et si je dois par exemple la rechanger pour être en NoSQL, etc. Donc la première phase que l'on retrouve le plus souvent dans les méthodologies académiques et pas du tout dans les méthodologies industrielles, c'est la phase de prise de décision. On peut penser que les industriels pensent que si on est déjà là et qu'on regarde leur plan de migration, c'est qu'on a déjà pris la décision de migrer. Donc cette phase de prise de décision a pour objectif de définir les critères qui nous poussent à migrer ou pas, notamment la conformité réglementaire, la réversibilité, etc. Et d'analyser les différentes solutions qui peuvent exister en fonction ou en prenant en compte ces différents critères-là. La deuxième phase, c'est de faire donc, une étude et qui a pour objectif d'étudier la faisabilité du projet de migration et qui va aboutir à faire un choix de migration. Donc, est-ce que je vais vers le niveau software, plateforme ou infrastructure? Est-ce que je vais être plutôt sur du cloud public ou privé? Ensuite, on va établir un choix en fonction des solutions qu'on avait identifiées dans la première phase et en fonction des différents critères qu'on avait mis au point. Et on va faire une étude des coûts, une estimation des bénéfices, voir si on a un retour sur investissement rapide ou pas, et analyser les risques, comme ça avait été cité plus tôt. Donc à partir de là, on sait où on va, on sait vers quel type de cloud on va faire une conception, une planification de notre migration, c'est-à-dire qu'on va identifier les bons candidats pour le cloud. Les bons candidats vont représenter, donc, parmi les applications que l'on souhaite migrer, celles qui ont le moins de dépendance ascendante et descendante par rapport avec les autres applications. Donc ces dernières font les meilleurs candidats, les meilleurs premiers candidats en tout cas pour la migration. Et puis on va faire une feuille de route et un plan détaillé de notre migration. La phase de projet pilote
est définie dans tous les types de méthodologies, aussi bien académiques qu'industrielles. Elle représente un proof of concept qui représente un microcosme de l'application, c'est-à-dire qu'au départ, on ne va pas faire migrer toute l'application. On peut commencer par faire migrer une base de données de test pour voir un petit peu comment cette dernière réagit sur la plateforme cloud, tester sa fonctionnalité, sa fiabilité, ses performances, voir si ça n'a pas d'impact d'utilisation avec notre application qui reste déployée en local. Et puis on passe à la migration proprement dite, qui passe par la prise en main de la plateforme, la création des comptes utilisateurs, le paramétrage initial, c'est-à-dire choisir le type de VM, le nom de domaine, etc. On va ensuite extraire et migrer les données donc, qui sont des vraies données de production, migrer l'application elle-même, et puis donc, mettre fin à la solution initiale. Et puis évidemment, à la fin, former l'information et le support des utilisateurs qui peut passer soit par la formation des utilisateurs finaux ou par la formation d'ambassadeurs qui, eux, vont se charger de former les utilisateurs finaux par la suite. Donc ensuite, on a la phase d'amélioration et de valorisation du cloud, c'est-à-dire prendre en compte les différents avantages que propose le cloud, comme la scalabilité, et d'intégrer ça donc, à notre application si cela n'a pas été fait au préalable. Et puis la phase d'optimisation qui consiste à automatiser par exemple de faire de l'autoscaling, si je reprends le même exemple. Donc automatiser la gestion de la scalabilité si cela n'a pas été fait préalablement ou si ce n'est pas géré par le fournisseur. Donc on a fait 2 cas d'études pour illustrer ces différentes phases. Donc le premier cas d'étude a été pour la migration d'un CRM vers un SaaS, donc le SaaS de Salesforce, et puis une application d'OpenScrutin, donc c'était une application que gérait une mairie pour la gestion des élections, qu'on a fait migrer vers notre plateforme cloud OpenStack de l'université. Et puis on a aussi fait migrer une application Open Loisirs vers Google App Engine, où on a utilisé donc, la base de données, le data store de Google, on montre un petit peu comment on peut utiliser les API de Google pour faire migrer une application. Donc finalement, migrer ou pas, il n'y a pas une solution idéale pour choisir le type de migration. Ça dépend vraiment du contexte, du besoin et du temps qu'on veut investir dans cette migration-là. Et puis comme perspective à notre travail, on souhaiterait faire plus de cas d'études qui répondent à un plus large éventail de situations réelles par rapport donc, aux besoins des différentes entreprises. Voilà, merci. Voilà, là, en fait, ce qu'on vous demande d'ailleurs pour animer les ateliers cet après-midi, c'est que par rapport à ces contenus-là, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a un impact pour vous, ces contenus? Est-ce qu'ils peuvent vous aider ou pas? Oui. Par exemple, juste une petite remarque. Ce qui a été oublié là, je trouvais une présentation très bien. Par contre, quand on migre des applications dans une collectivité, c'est ce que je connais, collectivité qu'on va aller mettre de plateforme sur par exemple quand tu as parlé de la mise dans l'OpenStack, les élections, etc. Donc il faut faire attention parce que là il faut penser à la fédération d'identité. Qu'il ne s'agit pas que la personne, qu'on puisse faire un recoupement entre la personne elle a voté, elle est allée dans le bureau de vote, et puis après elle a demandé des prestations d'enregistrement des enfants à l'école, elle a demandé des trucs, elle demande des tas d'inscriptions de quelque part, et qu'après on fasse des recoupements. Bah oui, en fait, ces personnes-là, que des élus peuvent demander, je ne sais pas, mais ces personnes-là, elles ont bénéficié d'allocations, elles bénéficient de telles choses, mais en fait, elles n'ont pas voté. Donc il faut faire attention. Donc c'est pour ça que l'aspect confidentialité. Oui, donc ça va au-delà de la confidentialité, ça va vers la fédération d'identité. C'est pour ça que l'État français a travaillé et a sorti France Connect, je ne sais pas si vous connaissez, cette application de fédération d'identité en France. Bien sûr, on fait évoluer nos applications vers le cloud, mais quand on fait évoluer nos applications vers le cloud, on a un problème des fédérations d'identité parce qu'on ne veut pas retrouver, pouvoir donner la possibilité de faire des analyses croisées de telle personne fait tel truc, elle bénéficie tel truc, et voilà.
fait, c'est ça. Et donc, c'est ce qui manquait. C'est tout à fait, c'est-à-dire ça, c'est le changement de métier d'ailleurs. Et donc, du coup, ça fait un changement de métier, ça fait un changement voilà, sur cet aspect-là, comment... Alors, parmi les outils sur la partie sécurité dont j'ai parlé, il y a également, dans la boîte à outils, c'est pas seulement mettre en place techniquement un VPN, mettre en place de l'authentification plus ou moins forte. Ça présente peu d'intérêt dans cette problématique-là. Le problème, c'est comment anonymiser des données personnelles, tout ce qui va concerner la privacy, comment faire des requêtes anonymisées. Et ces points-là sont aussi des enjeux que nous abordons dans ce module. Pareil, je faisais la remarque sur le slide sur la sécurité, le point 3 c'était la partie mettre des outils, c'était la partie technique. Il n'y a pas que la technique, souvent c'est le plus simple, la partie technique. Tout à fait. On verra tout à l'heure en parlant peut-être. Tout à fait.